Mathieu Serron est enfin arrivé. Oui, tout à Nous fait. allons pouvoir démarrer. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, de nous dire qui tu es, de présenter un petit peu ton parcours. Et on verra ensuite, on enchaînera ensemble les questions. Ça va. Ouais. C'est super. Allez. Parfait, merci Rachid. Bonjour à tous et encore désolé pour le retard. J'arrive de Bordeaux, 1h30, 1h40. Oula. Vas-y, continue. 1h30, 1h45 de retard. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, désolé, bienvenue, merci de votre attention. Alors, moi je suis Mathieu Serron, trader pour compte propre depuis une quinzaine d'années, associé avec Jean-Louis Cussac. Vous entendez pas? Ah, là, je peux pas faire grand-chose. Moi non plus. Est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher? Ouais, il y a des places là si vous voulez. Allez, venez, on va se serrer. Au milieu, ça va, vous entendez? Au milieu, ça va? Le son? Ouais. Allez, j'attends que vous soyez installés. Ah, la petite dame là-bas qui attendait avec impatience que tu arrives. Bonjour madame, bienvenue. Ah, je vous ai écouté Pendant très longtemps. Ouais. Ouais, sur BFM. Je suis contente de vous voir. Eh ben, moi de même. Merci. Ça mérite une interview, je pense. Un autographe, pardon. Un autographe, à la fin. wow. Oui, donc j'étais en train de me présenter. Hop là. Comment? De quoi la présentation? Le son, c'est bon? Ouais, donc je disais, moi je suis trader depuis une quinzaine d'années. Donc trader pour compte propre. J'ai toujours fait ça et j'ambitionne de toujours faire ça. Donc j'ai commencé en 2007-2008 et je suis associé au sein de Perceval Finance Conseil avec Jean-Luc Cussac que vous avez dû voir. Là, moi, je viens juste d'arriver, donc j'ai pas fait le tour, je l'ai même pas croisé, j'ai vu personne encore. Je l'ai vu, je confirme, il est venu, il voulait te voir également. Ouais, ouais mais il m'a appelé. Donc voilà, moi j'habite Bordeaux, on a des bureaux à Bordeaux, donc j'ai fait 10 ans de Paris et puis ensuite je me suis installé à Bordeaux et papa de 2 enfants et bientôt une troisième. Donc c'est mon dernier voyage, après je reste à la maison parce que la petite arrive dans un mois. Ouais, bravo alors. Vous savez tout, ouais, merci. Bon rendement. Comment? Bon rendement. Bonne chance. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes marchés de prédilection, également ainsi que de tes instruments de prédilection? Ouais, bien sûr. Les marchés, surtout le marché domestique, le CAC, à travers différents instruments, donc les futurs, qui est un peu notre marque de fabrique à Perceval, aussi bien à Jean-Luc qu'à moi, on travaille énormément les contrats à terme, donc les contrats futurs. Mais on travaille également d'autres futurs, le DAX, l'Eurostoxx, le SP500. Donc on se diversifie pas mal. On travaille beaucoup les actions aussi françaises et depuis quelque temps américaines. Et on travaille beaucoup les options. Alors c'est quelque chose, souvent c'est un instrument que vous ne connaissez pas. Et de prime abord ça paraît compliqué, mais croyez-moi c'est accessible à tous. Il faut du boulot, il faut y passer un petit peu de temps, faut faire l'effort voilà de comprendre, de se renseigner, de se documenter. Mais voilà, ce sont des instruments qui sont indispensables. Pour moi, il n'y a pas photo. Ça devrait même être appris à l'école. Vous voyez, ce genre dans une culture, on va dire financière globale et plus particulièrement boursière, il faut comprendre ces instruments-là et il est très dangereux d'envoyer des particuliers sur des produits à effet de levier, comme c'est bien souvent le cas, sans aucune maîtrise, sans rien. Sinon, ça court à la catastrophe. Et il suffit de regarder les taux de réussite que sont obligés sur lesquels sont obligés de communiquer les courtiers et c'est une cata. Mais vous voyez, quand on voit par exemple des courtiers afficher, dire, ou l'AMF en tout cas, qui dit que 90% des clients perdent en travaillant par exemple les CFD, est-ce que le problème c'est le CFD? Moi je pense pas. C'est comme si nous tous on nous met entre les mains une Formule 1 demain. Par beau temps, ça va plutôt bien se passer, puis on va prendre la confiance, on va appuyer un petit peu plus sur la pédale, et puis aux premières gouttes qui tombent, on se fout en l'air, vous voyez. Donc c'est pas la voiture qui est ouais, ça siffle. Tiens, tu veux essayer celui-ci du coup, peut-être qu'on va changer. C'est celui-là? Ouais. Ça marche? Vous m'entendez là ou pas? C'est mieux? Bon. Oui, c'est mieux? Bon, ok. Allez, continuons donc. Oui. Alors, est-ce que vous savez tous ce qu'est un contrat futur? Hélas.
Hélas, Est-ce que tu pourrais prendre 2 minutes pour l'expliquer? Bien sûr. Ou même un peu plus, hein, on l'a. mais on prend le temps que vous voulez. Super. La prochaine conférence, c'est 16 heures, donc j'ai le temps. Contrat futur, c'est un dérivé, ce sont des dérivés d'indices, de matières premières, un peu de tout ce que vous voulez, qui permettent de jouer les variations du sous-jacent. Donc le sous-jacent, ça peut être, par exemple, je parlais du futur CAC 40, le sous-jacent peut être l'indice CAC 40. Et donc, en achetant ou en vendant ce contrat futur, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un indice, c'est le résultat d'un calcul mathématique. Un indice ne s'échange pas. Le CAC 40, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le vendre. En revanche, vous pouvez intervenir sur des dérivés de l'indice. Donc vous en avez énormément. Hein. Vous avez les futurs dont je parlais, vous avez les options, vous avez les turbos, vous avez les varants, vous avez tout un tas d'instruments. Mais l'indice CAC 40, lui, vous ne pouvez pas l'acheter ni le vendre. Donc le futur est un de ces instruments-là. Et la particularité des contrats futurs, c'est qu'il y a des échéances. Vous voyez, c'est pas des contrats, c'est pas comme sur les CFD où on a une durée de vie, on va dire quasi illimitée. Il y a des échéances, les contrats disparaissent à un moment donné. Donc, si vous prenez un contrat d'échéance avril, comme actuellement, eh bien, le 3e vendredi du mois d'avril, ce contrat-là, il disparaît. Vous voyez, c'est ça la particularité. Et autre particularité sur ces instruments-là, c'est qu'on a des effets de levier. Vous voyez, quand j'achète ou je vends un contrat futur sur le CAC 40, mon exposition n'est pas la valeur de l'indice. C'est la valeur de l'indice multipliée par 10 sur le futur CAC 40. Et quand vous intervenez sur d'autres marchés, vous prenez par exemple le DAX, sur le DAX, vous avez plusieurs contrats. Vous avez un contrat à 25 € du point, qui est le contrat, on va dire, historique, et vous en avez d'autres à 5 € du point. Donc, vous voyez, c'est à vous de choisir et pas vous tromper. Sur le CAC, il existe également un contrat futur à 1 € du point. Donc, vous avez celui à 10 dont je parlais, qui est le contrat principal. Vous en avez un à 1 € du point. Mais ce contrat-là, il est face à quoi? Il est face au CFD. Parce que quand on travaille avec des petites expositions, avec des petites sommes, on va plutôt avoir tendance à aller sur le CFD plutôt que sur le futur, vous voyez. Donc, ce contrat-là, qui est un contrat standardisé, parce que sur les marchés centralisés, vous voyez, c'est standardisé, les règles sont les mêmes pour tout le monde, que ça soit moi, on va dire professionnel, vous particulier, ou la hedge fund qui intervient sur ces instruments-là. Les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Vous voyez, les expositions sont les mêmes, les dépôts sont les mêmes, tout est pareil. Donc voilà ce qu'est le futur CAC 40. Donc après, vous en avez sur les matières premières. À l'origine, les contrats futurs sont sur les matières premières. C'était par exemple sur le blé, permettant à des agriculteurs de se couvrir contre des variations de prix. Ça sert également pour des compagnies aériennes qui veulent se couvrir contre des variations des cours du pétrole, ils interviennent sur ces marchés-là. C'est pour ça que quand on entend les cours du pétrole montent ou baissent, ça va gêner tel ou tel acteur. Non, parce qu'ils ont des cellules de trading tous, donc ils se couvrent sur les marchés, ils sont pas bêtes. Et voyez, et sur les futurs, on peut également, moi j'ai des clients qui sont on va dire des PME qui font de l'import-export. Eh bien, quand on fait de l'export, on est soumis, on subit les variations de change. On peut très bien aller sur ces instruments-là et se couvrir contre des variations, par exemple, de l'euro-dollar. Vous savez que vous allez vendre une certaine quantité d'un produit à une certaine date, mais vous ne connaissez pas le prix. À l'instant T, vous pouvez figer le prix. Effectivement. Est-ce que ça vous paraît plus clair? J'espère, hein. Dites oui. C'est bon, vous m'entendez bien? Le son est bon? Ça va? Même au fond, c'est bon? Moyen, le son? Alors, ouais, c'est qu'il y a du bruit, ouais. Alors, ça dépend des marchés. Sur le CAC, c'est mensuel. Donc, c'est tous les 3e vendredis de chaque mois. Sauf ce mois-ci, parce que y a Pâques, vous voyez, donc quand il y a des jours fériés, c'est la veille. Mais sinon, sur le futur CAC 40, c'est le 3e vendredi de chaque mois. Sur d'autres marchés, c'est différent. Le DAX, par exemple, on est sur des échéances trimestrielles. Donc, c'est le 3e vendredi tous les trimestres. Comme les marchés américains, comme l'Eurostoxx. Vous voyez, c'est un peu une spécificité française d'avoir une échéance mensuelle. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ceux qui souhaitent se lancer dans le trading? De bien se préparer à quoi vous allez être confronté, c'est-à-dire que alors après tout dépend de vos objectifs. Vous voyez, il y a plusieurs choses à mettre en place. C'est-à-dire que déjà il faut apprendre. Il faut apprendre comment ça fonctionne tout ça. Il faut comprendre à quoi vous allez être confronté. Il faut comprendre les règles du jeu. Vous voyez, parce que quand on voit des mouvements qui sont assez violents avec des marchés qui sont plus algorithmés, les mouvements s'expliquent. Vous voyez, ils ne s'expliquent pas d'un point de vue fondamental. Il s'explique d'un point de vue bien souvent technique. Le technique a pris le dessus depuis pas mal d'années.
que ça soit sur les indices ou également sur les actions. Donc, voilà, il faut se préparer, il faut pas être pressé. Vous voyez, souvent, vous allez sur les marchés pour gagner de l'argent, ce qui peut se comprendre. Et sauf que si c'est votre, on va dire, votre seule, voire principale motivation, vous ne pourrez pas y arriver. Parce que l'apprentissage prend du temps. Et c'est vraiment un métier. On fait un peu croire à tout le monde que presque d'un coup de baguette magique, PC à la batterie. Ouais, non, vous voyez, nous, moi j'ai mon chargeur à Perceval moi, Finance, on est un centre de formation depuis de nombreuses non, mais pas de années. souci. Et vous voyez, on commence Bon, nos très bien, formations, désolé. ou même avant même de vendre les formations, c'est bon, ben allez, vous allez mettre 6 à 9 mois avant de comprendre à peu près bien ce qu'on veut vous enseigner. Vous voyez, c'est pas au bout de quelques jours, quelques semaines. Et au bout de 6 à 9 mois, vous ne serez pas des intervenants, on va dire, aguerris. Derrière, vous êtes parti encore pour des mois, pour ne pas dire des années. Vous voyez, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Et j'évolue dans ma façon d'aborder les marchés. Parce que les marchés évoluent aussi. Donc, on n'a pas le choix. Vous voyez, j'ai une façon de travailler qui est actuellement très différente de mes débuts. Bon, faut dire qu'à mes débuts, c'était pas terrible. Donc, heureusement pour moi que j'ai évolué. Sinon, j'aurais disparu. Il y a une sélection naturelle qui s'opère. Mais il faut évoluer, il faut se remettre en question. Et vous voyez, c'est là où la frontière parfois est un peu étroite parce qu'on est sûr de ce qu'on fait. Mais en même temps, il faut avoir l'humilité de se remettre en question en permanence. Parce que si on se remet pas en question, on reste sur ses certitudes et c'est comme ça qu'on va dans le mur. Et le marché nous corrige. Hein, donc, Ouais, le marché nous corrige et après, bah, du coup, il y a ça engendre des pertes d'un point de vue financier, mais surtout une perte au niveau de la confiance. bon. Oui, perdre de l'argent, bah, au début, on en a tous perdu un petit peu. Moi, j'ai 36 ans, j'ai commencé à passer mes premiers ordres à 14 ans. À l'époque, j'écoutais Jean-Pierre Gaillard sur LCI. Il recommandait à l'époque, donc là, je parle des années 2000, il recommandait à l'achat Liberty Surf et Equant. Je sais pas si ça vous parle, ça. Bon, bah, Liberty Surf au tapis, racheté par AOL quelques années plus tard. Et Quant disparu. Oui, non, mais tout a disparu. Alors, Donc, dans tout ça, je suis curieux de savoir sur quelle plateforme tu faisais ton trading à l'époque. Parce que je ne connais pas d'outils, en tout cas pas pour les particuliers à l'époque. Ah bah si, il y en avait, mais moi étant mineur, j'avais pas de compte à mon nom, donc c'était mes parents qui avaient mis un petit peu d'argent sur un compte, et puis je passais les ordres, mais ils m'avaient alloué une certaine somme d'argent, et moi je suis pas d'une famille fortunée, hein, faut pas croire, donc les montants perdus sont peu importants, mais c'était une première, on va dire, un premier contact avec les marchés, et je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette direction-là. Bon, j'ai pas tout compris, bien évidemment, mais il y a peut-être quelque chose à faire dans cette direction-là. Et c'est vrai que moi, en ce qui me concerne dans mon parcours, c'est la rencontre avec Jean-Louis qui a été déterminante, puisque c'est lui qui m'a formé. Je suis un pur produit, moi, de la maison Perceval. Hein. J'ai commencé client de la maison. J'étais en Dordogne à la base. J'ai quitté la Dordogne pour m'installer à Paris. Pendant 2 ans, j'étais à côté de lui, on va dire, dans la pièce de la salle de trading prévue à cet effet, dans les bureaux de Paris. Et puis au bout de 3 ans, bon, il a vu que je bossais bien et que j'étais motivé. Et puis il s'est dit bon, ben voilà, ça m'intéresse, ton profil m'intéresse, il y a peut-être des choses à faire. Et donc depuis 2007, on s'est pas quitté. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai appris. Mais après, vous avez un enseignement, on va dire théorique, qu'on peut vous enseigner ou que d'autres peuvent vous enseigner. Hein. Il y en a qui font des très bonnes formations également. Mais après, il y a le fait de s'approprier tout ça. C'est pas parce que quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance parce que il présente bien, il s'exprime bien et puis il a l'air de maîtriser son sujet, que il va faire de vous quelqu'un d'extraordinaire tout de suite, pas du tout. C'est un travail d'appropriation, voilà, de connaissance et puis de mise en pratique. Le trading, ça s'apprend en pratiquant. C'est pour ça que nous, c'est des formations théoriques assez courtes, mais et avec la possibilité de les refaire plusieurs fois gratuitement, mais surtout, il faut pratiquer avec des petits montants, en virtuel éventuellement, même si moi je suis pas hyper fan du trading sur des comptes démo, tout ça, parce que ça enlève l'aspect psychologique de cette activité-là. Le démo, c'est bien pour se familiariser avec une plateforme. Vous essayez de passer des ordres, ou alors si vous ne savez pas trop passer d'ordre, oui, c'est bien pour ça. Mais une fois que vous maîtrisez le passage d'ordre, une fois que vous maîtrisez la plateforme, je pense qu'il faut passer en réel sur de petits montants. Je vous dis pas ouvrez le compte, mettez une grosse somme d'argent et allez-y. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mettez des petits montants et tout de suite, vous allez vivre vos premières sensations. Et le trading, c'est ça. C'est des sensations, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Vous voyez, même moi, avec un petit peu de bouteille, les marchés, voilà, mes positions me réveillent la nuit, ça me perturbe au quotidien. Même si on essaye, voilà,
de cloisonner vie privée, vie perso. Et vous voyez, pour revenir à ta question, quel conseil? Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de se faire absorber par cette discipline. Vous voyez, on coupe difficilement. On peut le faire. En tout cas, moi j'y arrive. Par exemple, l'été ou au mois d'août, j'ai envie d'être cool. Donc, je mets en place soit pas de position du tout, soit des positions très cool. Mais c'est vrai que tout le reste du temps, on a des positions en permanence, des paris directionnels, plus ou moins risqués. Donc, vous voyez, il faut accepter, je pense, de se faire absorber, mais en gardant certaines distances aussi et pas tomber dans de l'over-trading parce que c'est tellement simple maintenant avec les smartphones, n'importe où on peut passer des ordres. Il faut pas tomber dans ce piège-là où on est tenté de faire des choses. Donc, la décision d'appuyer sur le bouton et de passer un ordre découle de plein de choses, découle d'un constat, découle d'élaboration de scénarios. Vous voyez, moi, c'est ce que je fais quand j'arrive le matin. Bon, j'ai déjà des idées sur ce que je vais faire parce que nous, c'est un feuilleton par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mais il y a l'idée de déterminer une tendance, de jouer la poursuite de celle-ci, l'idée de niveau de volatilité. C'est voilà, j'analyse une situation partant du principe que ce qui s'est passé va se poursuivre. Et trop souvent, quand vous démarrez, vous voulez être un peu contrarien. Il y en a dans la pièce, des contrariens, c'est le marché, il a trop monté, forcément il doit revenir en arrière, ou quand il a trop baissé, forcément il doit monter. Non, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par des tendances, laissez-vous porter par des niveaux de rupture, laissez-vous porter éventuellement par des options, fermez des risques avec des options, il y a plein de choses à faire. Tout à fait. Le trading en soi, c'est un virus qui, quand on l'attrape, on est bien content d'avoir eu celui-là, contrairement à l'autre. Ouais, on est bien content, mais après c'est pareil, quand vous vous obstinez, si vous ne vous remettez pas en question, le virus, de l'avoir attrapé, vous le regretterez, parce que les sommes en jeu peuvent être très importantes. Donc, bien sûr. Il faut vraiment un plan, vous voyez, il faut un plan de trading, mais il faut également un plan dans l'apprentissage et dans l'application du trading. Alors, justement, comment est-ce que tu organises tes journées de trading? Moi, je me lève vers 6h30 grâce à mes enfants et un des premiers réflexes que j'ai, c'est de regarder, par exemple, le cours des CFD. Vous voyez, vous avez IG qui doit être présent ici, leur application est très bien faite. Je regarde déjà combien valent les CFD, ce qui s'est passé la nuit. Bon, déjà, ça me donne un peu une idée du baromètre de l'état de l'ouverture. Et puis ensuite, se fait le petit cheminement intellectuel de ce que je vais mettre en place. Donc, je fais d'autres choses, bien évidemment, mais je commence à réfléchir. Moi, j'arrive au bureau ensuite vers 7h30 pour rédiger les stratégies pour nos abonnés, pour rédiger les stratégies pour moi et pour nos abonnés. Et donc, je regarde un peu ce qui s'est passé un petit peu partout, mais d'une manière plus précise. Et comme je le disais à l'instant, on va jouer des poursuites de situation, on va jouer des poursuites de tendance, des poursuites de volatilité. Là, actuellement, la tendance, elle est quand même plutôt haussière, donc on va avoir un peu plus de facilité. En tout cas, c'est plus naturel de travailler à l'achat en ce moment. Précédemment, on avait une tendance qui était baissière parce qu'il y a eu un petit retournement là ces derniers temps. On travaillait vendeur et ces tendances-là, elles peuvent durer des jours, des semaines, éventuellement des mois. Vous voyez, un des records que nous on a eu, c'est sur l'euro-dollar où pendant 1 an et 11 mois, on a eu la même tendance, on a joué la même tendance. Donc ça veut dire que la personne qui allait au bout du bout, c'est-à-dire qui allait au bout du retournement de tendance, pendant 1 an et 11 mois, n'a jamais perdu. Ça veut pas dire pour autant qu'on a systématiquement, puisque la tendance en l'occurrence était baissière, ça veut pas dire qu'on a vendu systématiquement au plus haut pour se racheter au plus bas. Ça veut pas dire ça. Parfois on a mal vendu, on s'est pas bien racheté, mais ça veut dire que il y avait aucune raison d'infirmer cette tendance-là. Donc moi, l'un des premiers travaux que je fais le matin, c'est de déterminer la tendance. Ensuite, ça va être de déterminer le niveau d'infirmation de cette tendance puisque nous, on se base énormément sur l'analyse graphique, on va dire qu'on fait un peu plus d'analyse graphique que d'analyse technique, même si on utilise quelques indicateurs et notamment des moyennes mobiles, mais ça reste, on va dire qu'au niveau de l'analyse, en ce qui nous concerne, ça reste assez simple. Donc, faut déterminer le niveau d'infirmation de la tendance. Jusqu'à quel niveau je continue de travailler à l'achat ou je continue de travailler à la vente. Parfois, c'est évident, parfois, ça ne l'est pas. Et ensuite, on va déterminer des niveaux sur lesquels on va prendre appui. Et bien évidemment, déterminer les quantités. Et souvent, l'erreur que vous faites au départ, c'est que vous dites, moi, j'accepte de perdre sur une opération 100, 200, 300, 500 euros, c'est propre à chacun. Donc, j'ai envie d'acheter sur tel niveau de prix, donc je vais mettre un stop sur tel niveau. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne peut pas marcher comme ça, c'est impossible. Parce que vous ne respectez pas la volatilité du marché, de ce que vous êtes en train de travailler. Non, ce qu'il faut faire, c'est... moi, j'estime que ce niveau-là est un bon niveau d'entrée. Le niveau de remise en question sérieux, c'est celui-ci.
L'écart, il est de temps. J'adapte la quantité sur laquelle je vais intervenir. Ce qui fait qu'on ne va pas intervenir en permanence sur la même quantité. Si on est proche du stop, eh ben on va intervenir sur des quantités un petit peu plus fortes que lorsqu'on en est éloigné. Et à l'arrivée, ben, la perte potentielle sera la même. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc, vous voyez, et là, je n'ai pas encore appuyé sur le bouton. Vous voyez, là, on est dans le travail de préparation de la séance. On n'a toujours pas appuyé sur le bouton. Le bouton, c'est vraiment d'appuyer l'acte d'acheter ou de vendre. C'est vraiment on va dire la résultante de tout ce qui a été pensé, imaginé, réfléchi en amont. Et donc après, il y a la connaissance aussi d'autres instruments qui va rentrer en compte. Si j'estime que la perte potentielle est trop importante, peut-être que je vais m'intéresser aux options. S'il y a des niveaux de volatilité qui sont forts, je peux m'intéresser également aux options. Vous voyez, il y a plein de choses. Et puis après, moi, mon fil rouge quotidien, c'est de faire des interventions pour moi, d'analyser en temps réel ce qui se passe sur différents instruments, sur des indices, sur des actions, de détecter des opportunités. Là, dernièrement, on a pu profiter du repli pour acheter quelques actions. C'est pas non plus une évidence. On est sur des niveaux assez élevés. Mais nous, dans notre scénario, c'était bon. Et puis on l'a dit sur BFM aussi. Hein, tout ce que l'on dit, de toute façon, on peut le prouver, on peut le justifier. Hein, dans la mesure où on parle tous les jours sur BFM. On a une chaîne YouTube sur laquelle, je pense, moi, je me mouille tous les vendredis. Je sais pas si certains suivent. Donc tout est prouvable. 7003, 7004, quand on a vu la stabilisation, on s'est dit, sur le CAC, il semblerait qu'on soit au bout du bout de quelque chose, vous voyez. On n'a pas dit dès le début, on va aller à 7003 ou 7004. Mais non, c'est quand on a vu la façon dont le marché évoluait, qui piétinait, qui voulait plus y aller, on s'est dit, 7003, 7004 semblerait être un point haut temporaire, potentiel. On est revenu en arrière et on a tenté de reprendre des initiatives. Et nous, dans notre esprit, c'était autour des 6950, 7000. On est allé plus bas. Mais sur les 6950, on en a profité pour acheter un petit peu d'LVMH, pour acheter un peu de Saint-Gobain, du Vivendi, vous voyez, des valeurs, on va dire, un peu décorrélées de la finance, parce que la finance étant quand même un peu dans la tourmente actuellement, les bancaires notamment. Et dernièrement, je pense hier ou avant-hier, on a proposé Société Générale à l'achat. Elle est stabilisée, elle bouge plus. Évidemment que c'est un pari spéculatif. Je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire, à l'idée d'acheter, par exemple, du Vivendi, du Saint-Gobain, du LVMH, plutôt que d'acheter de la Société Générale. Mais j'estime que le potentiel de hausse sur Société Générale est plus élevé. Donc, vous voyez, c'est là où, au niveau de la quantité, il faut ajuster. On ne va pas constamment faire la même ligne. Tout dépend du niveau d'opportunité que vous estimez. Sur un graphique en jour, avec deux moyennes mobiles, alors il peut y avoir plusieurs indicateurs, mais en ce qui nous concerne, on affiche deux moyennes mobiles, une moyenne mobile 5 jours et une moyenne mobile 21 jours. Et ce que l'on étudie, c'est l'allure générale de celle-ci, le croisement de celle-ci, où quand ça croise, on estime que voilà, il y a la fixation de quelque chose. Et après, on va combiner ça avec de l'analyse graphique, dans la mesure où on va déclencher par rapport à un plus haut ou un plus bas significatif. Donc c'est comme ça que l'on travaille. Là, dernièrement, on en a eu un à la baisse. C'est pour ça que nous, on a neutralisé. On n'est pas passé non plus clairement baissier, mais on a neutralisé. Mais le signal est venu de ça. Et le dernier signal d'achat, c'était en octobre dernier. Vous mettrez sur vos graphiques le croisement des moyennes mobiles. Vous regarderez ce que ça donne. Ça marche très bien, quel que soit le support d'ailleurs, que ce soit une action, un indice, ça marche très bien. Et ça donne une idée déjà du sens de la tendance. Parfois, il faut accepter qu'une tendance, il n'y en ait pas. On passe par des phases un peu de neutralisation. Ce que l'on a eu pendant un temps, on va dire, entre 6950 et 7150. Alors là, je parle beaucoup du CAC parce que, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse, mais on peut faire exactement la même chose. Vous voyez, sur le SP500, par exemple, sur le SP500, on ne peut pas vraiment parler de tendance. On a des biais haussiers, des biais baissiers selon les dynamiques en cours, mais on ne peut pas véritablement parler de tendance. Oui ? Vous dites que vous faites pour vous-même. Oui. Et aussi, c'est surtout, uniquement, même, je fais uniquement pour moi. Mais ça veut dire que vous-même, sur votre compte, Oui. parce que IG, j'aurais demandé, ils n'ont pas le droit de... Non. Et vous avez le droit. Alors, IG, ils n'ont pas le droit pour... Voilà, c'est ça, s'il y a conflit d'intérêt. Moi, j'ai le droit. Complètement. Moi, ce sont des décisions que je prends pour moi. Donc, j'ai de compte à rendre à personne, en définitive, si ce n'est à ma femme. C'est tout. Et éventuellement aux enfants, mais là, ils sont un peu petits. 5 ans et 2 ans, j'ai encore un peu le temps. Est-ce que... Bien sûr, mais bien sûr. Non, mais moi, c'est mon métier depuis toujours. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, nous, on a des services d'accompagnement, de proposition, on fait de la formation.
On fait pas du tout le même métier qu'IG. IG, il propose voilà un service, c'est un intermédiaire, IG. Et moi, ce que je me suis toujours dit, c'est quand on a la prétention d'avoir de bonnes idées, ce qui est mon cas, j'ai la prétention d'avoir des bonnes idées, ben, autant les exploiter pour soi-même. Commençons par les exploiter par soi-même. Parce que vendre des abonnements, bon, ok, c'est bien, ça rapporte. Mais si les idées sont bonnes, il y a bien plus à gagner sur les marchés. Donc partant de ce constat-là et voyant que nos idées à Jean-Louis et moi sont bonnes, ben, on a mis en place tout un tas de choses. Donc bien évidemment que nous, on applique pour nous. Je sais bien que la question est délicate. Hein. Qui nous prouve que... Rien. Mais non, mais rien. Rien sauf que il suffit... Mais, alors, on en est souvent dans ce débat-là, oui, mais il faudrait montrer... Alors, je connais... mais le problème, c'est que si on va dans cette direction-là, je sais comment ça se passe. C'est interminable. C'est, oui, mais là, il a montré son compte parce que ça l'arrangeait, il y avait une belle performance. Donc, on veut voir sur du plus long. Ok, on a affiché sur du plus long. Oui, mais on veut que ça soit certifié par un huissier. Mais on s'en sort jamais. Oui, mais il a peut-être plusieurs comptes et il nous montre que le compte qui gagne. Mais la mécanique, je la connais par cœur. C'est pour ça que on n'a même pas envie. Et j'ai bien conscience que pour vous, ben, c'est compliqué de se faire une idée. En revanche, ce qui est incontestable, ce sont nos interventions quotidiennes sur BFM, les différents services que nous avons, le YouTube du vendredi, où vous dites, bon, Cusack-Céron, moi, je vais un peu les challenger, je vais voir si ce qu'ils proposent, c'est bien ou pas bien, et je vais prendre des notes. Eh bien, tiens, lundi, 10h30, c'est le premier passage de la semaine. Il propose un achat à tel niveau avec un stop là, éventuellement un objectif là. Alors parfois, on n'est pas aussi précis parce qu'on a également des clients. Donc si on dit tout à 10h30, ça va être gênant à un moment donné. Mais vous voyez, c'est comme ça. Et vous regardez le mardi, et vous regardez le mercredi, et vous regardez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le barrez-vous, par exemple, de 2019, de fin 2019, quand Jean-Louis a balancé sur l'antenne devant tout le monde, barrez-vous, ça sent pas bon, il y a tout pour que les marchés baissent. Nous, cette idée-là, on était en train de la jouer. Donc Jean-Louis vous a partagé quelque chose. On avait constaté une situation qui était pour nous malsaine. On a constaté ça, on l'a joué, on l'a proposé à nos clients. Derrière, il en parle. Mais à ce moment-là, parce que souvent on nous dit, oui, mais bon, vous avez eu de la chance parce qu'il y a eu le Covid. Non, mais on peut l'admettre. Mais nous, à ce moment-là, on disait pas, les marchés vont perdre 50%. On disait que un retracement, une respiration de 15, 20, 25% nous paraîtrait normal. Bon, ben derrière, le Covid n'a fait qu'amplifier. Mais en tout cas, dans cette phase-là, ben, il était quand même judicieux d'alléger ou de liquider les portefeuilles pour reprendre des initiatives plus bas. Quand il n'y a pas si longtemps, quand on était à 7003, 7004, pareil sur BFM, je dis, ben, là franchement, il faut prendre des décisions de gestion. Il faut alléger, voire liquider. Il est quand même bien probable qu'on puisse reprendre des initiatives plus bas, voire vers 6950. Oui, on ne visait pas non plus un mouvement extraordinaire. Donc, de nous faire confiance sur des performances de bourse, ben, c'est compliqué parce qu'on ne montre rien et on ne montrera rien. Mais en revanche, nous faire confiance sur notre compréhension des marchés et sur notre capacité à nous projeter, je pense que depuis le temps, on a fait nos preuves. Et si vous êtes là, je pense que c'est que vous estimez qu'on n'est pas, on est un petit peu meilleur que les autres, peut-être. Vous voyez, je dis pas qu'on est les meilleurs, on est peut-être un petit peu meilleur que les autres. Vous passez 8h30 sur BFM, un jour par semaine. Oui. Ils ont arrêté ce truc-là. Ben, j'ai été prévenu le jour où je devais passer. je branche tout là et du coup, ben, j'appelle Romain Daubry que vous avez dû voir et qui passait aussi. Et je l'appelle, je dis mais Romain, il n'y a plus 8h30. Il me dit non, là depuis hier, il n'y a plus. Et ce qui est dommage, moi j'aimais beaucoup ce rendez-vous. Mais bien sûr, l'horaire était très bien. Maintenant, c'est quand alors? C'est 10h30. Sur la même chaîne. C'est BFM Business tous les jours à 10h30, plus le jeudi à 11h30. Et puis, quand ils ont besoin, par-ci par-là, comme nous on est tout le temps au bureau et qu'on a tout le temps des choses à dire, eh ben, des fois ils nous appellent 2 minutes avant. Bon, Jean-Louis, Mathieu, est-ce que vous êtes disponible là? On a quelqu'un qui est en retard ou quelqu'un qui est absent. Faire un petit commentaire de 3 minutes sur les marchés, est-ce que c'est possible? Allez, vas-y. On est au bureau, on allume la caméra, tout est prêt et on fait notre petit commentaire. Vous voyez, c'est pas préparé. Hein. Certains se disent, oh là là, ils doivent passer du temps à la préparation, tout ça. Moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est d'enfiler la chemise, hein, parce que je suis en t-shirt tout le temps. Je mets la chemise et c'est parti. Hein.
la prestation est gratuite. Pardon? La prestation est gratuite. Oui, c'est vrai, merci. Et parce qu'il y a tout un mythe, ils sont payés pour passer sur BFM. Je vous assure que nous ne sommes pas payés. Nous ne sommes pas payés par BFM. C'est un échange de bons procédés, on va dire. C'est une vitrine pour nous. Exactement. Voilà, c'est du contenu pour eux. Et c'est une vitrine pour nous. Exactement. Voilà, c'est un échange de bons procédés. BFM, c'est 10h30 tous les jours. Oui. Et le jeudi, c'est... Et le jeudi à 10h30 et 11h30. Et le jeudi aussi après-midi à 16h ou 16h30. Ce qui fait que le jeudi, on passe 3 fois. C'est un peu le marathon parfois. Alors Mathieu, je vais avoir une autre question pour toi. C'est en plus de 15 ans que tu exerces. Quelle a été ta plus belle opération et ta plus grosse galère? Bon, commençons par la plus grosse galère. C'est ce qui marque le plus. Hein. C'est pas si... Mais au fond, c'est dehors ou... Ouais, ok. La plus grosse galère, oui, mon plus gros succès et ma plus grosse galère, c'est pas si vieux que ça. Alors, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. On va dire que moi, la phase 2007-2008, vous voyez, la crise des subprimes, tout ça, j'étais jeuneau, des toutes petites positions, j'apprenais, je me faisais brasser dans tous les sens. C'était une cata, mais bon, voilà. Il y a eu 2011 avec, je sais pas si certains s'en souviennent, l'été 2011 où, oui. Voilà, ça marque un peu. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué et qui a fait que j'ai changé un peu ma façon de travailler aussi, c'est 2020. 2020, c'est pas bien vieux. 2020, le Covid. Alors, je disais il y a quelques instants, on avait plutôt bien vu les choses dans la mesure où on se disait il faut alléger les portefeuilles, les marchés devraient revenir en arrière. En tout cas, il est probable que, vous voyez, il n'y a jamais on n'assure rien, mais il est probable que, on est dans le domaine des probabilités en bourse. Et donc, j'ai mis en place des stratégies donc pour jouer la baisse. Donc, on commence l'année au mois de mars, quand il y a le début de la baisse, on fait un carton, tout se passe bien. Et puis après, on se met à vouloir profiter d'une hausse de volatilité, notamment sur les options, où il y avait une volatilité qui était démentielle. Et ça arrive assez rarement, des fenêtres de volatilité aussi élevées. Donc on a notamment vendu des options de vente, donc vendu des puts, je rentre pas dans les détails, mais c'est une stratégie où vous savez combien vous allez gagner, et plus la volatilité est élevée, plus votre gain est important. En revanche, si ça baisse, vous êtes en perte illimitée. Donc pour fermer les risques, il y a plein de choses à faire. Vous voyez, c'est pas, on peut acheter des options éloignées pour fermer le risque, on peut intervenir sur les futurs. Donc, moi, j'avais acheté des options un petit peu éloignées au cas où. Donc, on va dire que je n'étais pas en risque illimité sur mon portefeuille, sur ma position. Je ne me le permettrai pas. Je ne peux pas prendre le risque de tout perdre. Hein. À un moment donné, il faut être sérieux. Donc, mais on s'achète des assurances. Vous voyez, c'est comme quand vous achetez, vous assurez votre voiture. Vous espérez que vous n'allez pas avoir de carton. Mais le jour où ça arrive, vous êtes content d'avoir souscrit un contrat d'assurance. Et les options, dans ce qu'on avait monté nous, il y avait cette idée-là. Et donc là, le crack, on va dire que les 20 premiers pourcents de baisse ça allait, les 20 suivants c'était plus compliqué, donc ça a été très perturbant. Donc on va dire ma plus grosse galère jusqu'à présent, c'est cette période, mais très rapide. Hein, c'est le mois de mars, ça n'a pas duré très longtemps. On est allé très rapidement au point bas et puis après il s'est plus passé grand-chose. Et mon plus gros gain jusqu'à présent, mais il a été très rapide aussi. C'était 2020 aussi, fin d'année 2020. Moi, à un moment donné, voilà, on envoie à nos clients, quand le marché était revenu en arrière, j'ai plus tellement les niveaux de prix, mais on devait être à l'époque à 4006, quelque chose comme ça. Et on voit les marchés s'arrêter, ils baissent plus, vous voyez, il y a eu un mouvement, puis ils baissent plus trop. Et là, le message qu'on envoie, et c'est pareil, je peux tout prouver, le message qu'on envoie, c'est on pourrait quand même avoir un rebond d'ici la fin de l'année avec notamment, ce qu'on avait tous en tête à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte, c'était quoi? Fin 2020. Comment? Exactement. On avait tous en tête, à un moment donné, il y a bien un labo qui va trouver le vaccin. Et si un labo trouve un vaccin, ça va être le feu d'artifice. Et à ce moment-là, ce que nous on avait proposé et ce que moi j'ai joué, c'est donc sur les options, vous voyez, la plus grosse galère et le plus gros gain se sont faits sur des options. On a acheté des calls. Alors, je me souviens parfaitement, le call 5100 échéance, c'était décembre. On a pris la position au mois d'octobre. Et quand il y a eu l'annonce du vaccin, je sais pas, ceux qui étaient derrière s'en souviennent parce qu'on a eu un mouvement incroyable, mais ça a duré quelques instants. Et voilà, on a eu un mouvement très impressionnant, un rebond de 4 ou 500 points, très rapidement. Et on est allé tout de suite aller chercher les 5004 par là, 5004, 5005 sur
sur le CAC 40. Donc, ce qui fait que, vous voyez, cette option se colle à 5100. Mais quand on est à 5500, il vaut minimum, je dis bien minimum, il vaut 400 points. On l'avait payé 20. Donc, sur cette opération-là, on faisait 20 fois la mise. Donc ça a été mon plus gros gain jusqu'à présent. Ça va être difficile de le reproduire. J'espère ne pas reproduire la perte, bien évidemment, mais ça va pas être simple non plus de reproduire le gain. Ce qui fait que l'année 2020, en ce qui me concerne, elle est pas terrible. Vous voyez, il y avait de quoi faire des choses extraordinaires. Elle avait très bien commencé. Ça a été un peu une catastrophe derrière, mais une catastrophe mesurée, mais avec un risque maîtrisé. Et puis une fin d'année en boulet de canon. Et qu'est-ce que tu penses de cette année, de l'année 2023, du millésime 2023? Je trouve que c'est fatigant. Alors je sais pas si c'est l'âge, si c'est les enfants, ce que c'est, mais je trouve les marchés un peu fatigants. Mais depuis quelque temps déjà, parce que tout se fait avec énormément de violence, des mouvements en ligne droite, tout est très algorithmé à l'image de la reprise. Là, j'ai même pas trop regardé combien on valait, mais à l'image de la reprise que nous avons là, ce marché-là, notamment sur les indices, il offre pas tant d'opportunités que ça. Vous voyez, on a des mouvements, c'est tout ou rien. C'est soit il se passe rien et vous allez avoir une évolution en dents de scie, mais que ça soit sur du court terme, du moyen terme et même parfois sur du long terme. Et puis, une fois qu'il prend une direction, dès qu'il y a un petit catalyseur, le tout amplifié par du trading algo, ben, on les arrête plus. Et c'est ça qui est frustrant. C'est soit vous êtes dedans, vous en profitez, mais vous allez revendre trop vite, soit vous n'êtes pas dedans et vous regardez le train passer et vous vous mettez à douter en vous disant ben, plus on est haut et moins j'ai envie d'acheter, plus vous doutez, moins vous le faites et ça continue de monter, vous n'êtes pas dedans, c'est frustrant et puis à un moment donné vous dites bah tant pis, alors soit c'est j'y vais, soit c'est bah tant pis, je reste sur la touche et je prendrai le prochain train. C'est un marché en dents de scie comme ça, c'est pas propice au scalping? Alors qu'est-ce qu'on entend par scalping? Des mouvements de court, très court terme. Ouais, mais de quelle amplitude? Quelques secondes. Franchement, ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, il y en a qui, apparemment, y arrivent. Moi, c'est pas du tout dans ma philosophie. Moi, je suis un peu un surfeur des marchés. J'essaye de capter des morceaux de tendance. Surtout quand on a des volatilités qui sont parfois un peu élevées. Quand vous avez des écarts, par exemple, de 0,6, 0,8, voire même 1% sur le CAC 40, ce qu'on avait il y a encore pas si longtemps, ben, ça me frustre un peu de capter 0,1%. Vous voyez, moi au bureau, par exemple, à Bordeaux, j'ai quelqu'un qui travaille les actions d'une manière très dynamique, mais très très dynamique. Cette personne-là est capable de faire 200-300 transactions par jour. C'est énorme. Donc lui, en effet, que sur les actions, les indices, il n'y arrive pas trop et il y a moins de vitesse, donc ça le gêne un peu plus. Mais même cette approche-là qui a fonctionné pendant des années, parce qu'il fait ça depuis 35-40 ans, ben même cette approche-là sur les actions marche de moins en moins, dans la mesure où bah, il fait le plus dur, on va dire, il capte le démarrage et puis après c'est parti et il se bat comme un lion là pour essayer de capter des morceaux de mouvement, mais le mouvement est tellement violent que l'action elle peut prendre 40%, il va faire 100 transactions mais de 2 ou 3%. Vous allez dire, bon à l'arrivée il prend quasiment toute la hausse. Oui, mais à quel prix? C'est très consommateur d'énergie et chronophage comme approche. Moi je préfère prendre un petit peu plus de recul et capter des morceaux de mouvement, le tout dans une tendance, éventuellement laisser porter pour jouer ces tendances-là, avec plus de facilité sur les options d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas simple. Après, les micro-scalps, moi, j'ai du mal avec cette approche-là, parce que ce qui signifie petits écarts implique stop très rapproché. Et le problème de ces stops très rapprochés, c'est que vous allez avoir un taux d'échec qui est très important. Nous, dans notre approche, on a une perte potentielle qui est parfois importante, pas toujours, mais parfois importante, mais un taux de réussite qui est gigantesque. Je disais tout à l'heure, par exemple, en suivant la tendance sur l'euro-dollar, on a passé quasiment 2 ans sans se faire stopper. Donc, ce qui fait que si tous les jours vous arrivez à gratter un petit bout de quelque chose et que votre stop il n'a pas été déclenché, à l'arrivée, le résultat il est quand même sympathique. Et c'est vrai que c'est là, c'est quand on a des marchés qui sont plus chaotiques. Le pire pour nous, c'est un marché non directionnel avec beaucoup de volatilité. C'est difficile, ça, à travailler. Vous nous mettez un marché directionnel haussier ou un directionnel baissier. Moi, j'ai pas d'état d'âme, que ce soit à l'achat ou à la vente, il n'y a pas de problème. En revanche, un marché sans direction de fond, mais avec une volatilité très forte, est compliqué
à travailler dans la mesure où il faut être assez contrarien. Quand on arrive, quand on a un mouvement de hausse, il faut se poser la question éventuellement de vendre, en tout cas d'alléger, éventuellement prendre on va dire un pari à la baisse. Et quand on arrive en bas, vous voyez, donc il y a une approche contrarienne. Et tout ça se prépare. Parce que les marchés sont faits pour bouger. Quand on a un mouvement de hausse, ils génèrent des forces haussières et normalement, les probabilités de poursuivre sont supérieures. Vous mettez des stops. Bien sûr. Vous faites 1 pour 1, parce que là, vous disiez, la grande formule, c'est je gagne 1, je perds 1, enfin 1, mais 30, je sais pas. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on va dire que le stop, il est fixe presque tout le temps. En tant qu'une tendance est valable, le stop, il reste, on va dire, figé. En revanche, ce qui va bouger, c'est la quantité sur laquelle on va intervenir. Et on va être plus ou moins exposé par rapport à ça. Donc moi, par exemple, sur le futur CAC 40, ça ne me pose aucun problème de prendre une opération pour un gain, par exemple, de 40 points, une perte potentielle de 150, si j'estime que les probabilités de réussite sont fortes. Et elles seront d'autant plus fortes que la tendance est marquée. Vous voyez, donc on va un peu à l'encontre de ces ratios-là, où ceux qui vont analyser ce qu'on fait vont se dire mais ils savent pas travailler, c'est n'importe quoi, et ils prennent un risque pour gagner 40 alors que la perte peut être de 150 points. Oui, mais tout est une question de probabilité. Et ça, c'est vrai que vous arrivez à les estimer avec l'expérience, avec une bonne compréhension du contexte, une bonne analyse de la situation, et tout ça, c'est lié à l'expérience. Non, c'est combien je suis prêt à perdre sur l'opération. Faut déterminer on va dire sa tolérance à la perte. Combien je suis prêt à perdre? Je suis prêt à perdre 200 € sur une opération. Le stop, il est par exemple à 150 points. L'exposition que je vais avoir sur cette opération-là, ça sera 1 € du point. Voilà. Ce qui fait que mon exposition correspond à ma perte et à l'écart avec le stop. Si le stop est plus proche, je peux me permettre d'en faire un petit peu plus en termes de quantité. Mais après, moi, ce que je trouve bien mieux que les stops, ce sont les options. Les options sont des outils fantastiques pour fermer des risques de position. Parce que le stop, faut pas oublier une chose, c'est que c'est rassurant d'un point de vue psychologique, mais financièrement, vous avez aucune garantie. C'est-à-dire que je mets un stop, j'achète maintenant, je mets un stop à 7200 sur le CAC, et puis dans la nuit, il y a un événement majeur et on ouvre à 7000 lundi matin, je serai pas exécuté à 7002. Je serai exécuté à 7000 dans des conditions épouvantables. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors que si, par exemple, vous vous dites, moi, je vais acheter une option de vente, je vais acheter un put, vous prenez par exemple comme strike 7002, et ce put-là, durant toute sa durée d'existence, donc j'en parlais tout à l'heure, jusqu'à l'échéance, donc, et c'est vous qu'il y a des échéances hebdomadaires même, donc vous pouvez avoir des options qui coûtent pas trop cher, votre risque est fermé pendant toute la durée de vie de cette option-là. Et là, c'est pas j'ai un stop à 7000 si on ouvre à 7000 le lundi, c'est mon stop, il est à 7002, quoi qu'il se passe. Vous perdez aussi. Eh bien, on peut le perdre. C'est l'assurance de la bagnole. J'espère que mon put ne me servira à rien, mais en cas de gros décalage, je serai content de l'avoir. L'assurance de la voiture, j'espère ne pas avoir de carton, mais en revanche, si j'en ai un, je suis bien content d'avoir souscrit un contrat d'assurance. C'est exactement le même principe. Alors c'est sûr qu'on est un peu frustré à la fin de l'année si on n'a pas eu d'accident, on se dit ça m'a coûté, je sais pas, 700 ou 800 € pour rien d'assurance pour la voiture. Hein. En bourse, ça peut être plus élevé que ça. On est un petit peu frustré. En bourse, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, quand on se couvre de la sorte, on peut pas non plus gagner sur les deux tableaux. Il faut l'accepter, ça. Ah, mais là, pour le coup, je vais couvrir à 1 pour 1, mais en termes d'exposition, en termes de quantité. Si j'achète pour 70 000, je vais me couvrir à hauteur de 70 000 €. Le contrat futur, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est 10 € du point. Donc, si vous avez un contrat, actuellement, on est quasiment à 7300, acheter un contrat futur ou vendre un contrat futur, c'est 73 000 € d'exposition. Donc, quand je me couvre sur les options, je vais avoir tendance à prendre une option, ce qui représente exactement le même montant, la même exposition. D'autres questions? Oui. Un peu particulier, combien faut-il pour un contrat justement futur CAC 40? Travailler avec un contrat, c'est pas une bonne idée. Il faut avoir la capacité à moduler, minimum 2. Et on va dire que pour travailler les futurs dans des conditions correctes, avec 2 contrats, c'est minimum 30-40 000 €. En dessous, il faut travailler les CFD. Et les CFD sont de très bons instruments pour commencer, pour
pour se confronter au marché ou quand on n'a pas des comptes avec des montants que je viens d'évoquer. Le CFD est très bien pour ça. Combien c'est taxé les futurs? Si on gagne sur les futurs, on le fait. Ben, vous payez la flat tax. Ouais, tout à fait. Alors après, attention, parce que comme c'est pareil, dans la flat tax, il y a un petit bout d'escroquerie. On nous dit c'est 30% tout compris. Ouais, mais si c'est votre activité principale, c'est 30% plus des prélèvements sociaux, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous êtes à 39%. Donc c'est pas 30%. Après, il est possible de le faire en société et tout ça. Bon, c'est un autre sujet. C'est pas forcément d'un point de vue fiscal très intéressant de le faire en société d'ailleurs, mais il y a plein de possibilités. Avec plaisir. Oui. Vous bossez avec qui au niveau des brokers, des courtiers? Pour les CFD, on travaille avec Trade Nation. C'est un courtier historique avec lequel on travaille. Après, sur les futurs, avec eBay, donc Interactive Broker, avec Bourse Direct, avec Pro Real Time Trading, où il y a une passerelle entre eBay et la plateforme Pro Real Time. Je ne sais pas si Pro Real Time est là d'ailleurs. Je n'ai pas fait le tour, ils sont là? Ouais. Avec Lynx aussi. Donc Lynx qui est un courtier, mais c'est pareil, c'est on va dire une marque blanche d'Interactive Broker. Donc voilà, tous ces courtiers-là. En France, il y a pas grand monde à part Bourse Direct. Alors vous avez Saxo aussi qui est pas mal. Sur les options, ils sont moins performants par exemple que Bourse Direct. Il faut dire que Bourse Direct au niveau des options, comme nous on travaille beaucoup les options, Bourse Direct c'est la référence. C'est fantastique ce qu'ils proposent. Après au niveau de la plateforme, il y a à dire. J'ai une question. J'en ai. Désolé de reparler de mes enfants, mais quand j'ai ouvert le compte crypto-monnaie, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, franchement ça m'intéresse sans plus. Mais bon, il y avait la hype crypto il y a quelques temps, je me dis que ça reviendra. J'en ai acheté un petit peu et je me dis que si ça gagne, c'est pour mes enfants, si ça perd, c'est pour moi. Voilà. Donc c'est pas le fruit d'une recherche très approfondie, hein. J'en ai acheté une dizaine et puis je les ai mises de côté. Et pour tout vous dire, je ne regarde même pas combien vaut mon compte. J'imagine que c'est pas beau actuellement, mais on peut monter fortement. Je regarderai pas non plus. Mais c'est une petite somme, donc les enjeux sont complètement différents de ce qu'on peut être amené à faire sur des actions ou sur des futurs. Là, c'est vraiment une toute petite somme allouée à ce marché-là. Je crois que tu es attendu à côté, non? Je suis attendu à côté. Tu débarques, hein, donc c'est possible. Je sais que j'ai une conf à 16h. Donc on a encore un peu de temps devant, c'est toi qui vois. Il est, allez, il est 15h, mais on peut aussi arrêter là. Il y a quelqu'un après ou comment ça? Non, justement, il a annulé, Paul Marcel a annulé, ouais. Okay. Donc on continue. C'est comme s'ils ont encore des questions qui... Bon, apparemment, on a un petit peu de temps. Voilà. Alors, si vous avez des questions, moi, je suis prêt à y répondre. Si vous voulez arrêter là, pas de problème, hein. C'est vous qui décidez. Toujours des formations sur Paris. Ouais, de temps en temps, on en a fait une d'ailleurs en janvier. Alors c'est vrai que on alterne entre janvier, entre Paris et Bordeaux, puisqu'on a des beaux bureaux à Bordeaux aussi, et puis entre les deux, on fait en ligne. Donc on fait un peu de tout. Vous avez notre site internet, on l'a refait il y a pas longtemps. On a essayé de clarifier un petit peu l'offre, mais ouais, on en fait un petit peu tout le temps, voilà. www.percevalfinance.com. Ouais, c'est Perceval Finance Conseil. Tout à fait. Ouais. Ah, BFM, ils font pas de formation. Des moyennes mobiles à 5 et 20 jours. 21. Bon, ça change pas grand chose, mais c'est 5 et 21 jours. Vous utilisez d'autres indicateurs? Très peu en définitive. On regarde beaucoup les volumes, notamment sur les actions. Ouais. Et après, sur du court terme, on met deux indicateurs. On met à nouveau une moyenne mobile, mais cette fois-ci 28 périodes. Et un DMI en dessous, 14 périodes. Le vendredi, pas aujourd'hui, mais le vendredi, je fais une vidéo sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Je vous invite à regarder. Vous avez de toute façon un historique. Le Perceval. Ouais, tout est Perceval. Et vous avez accès à nos graphiques. Je partage l'écran, les commentaires, je réponds aux questions. Vous avez accès à nos graphiques. Donc, vous verrez exactement comment nous analysons sur du court terme ou alors dans une optique moyen-long terme. Autre question? Ouais. Est-ce que, on se dirait qu'ils faisaient, je ne sais pas pour vous, mais ils offraient, à l'époque, hein, ils offraient une après-midi sur tel sujet, etc. Vous offrez aussi une après-midi d'approche ou tout est payant? Alors, nous,
ce qu'on offre, on va dire, c'est la possibilité de venir au bureau qu'on discute. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, on est ouvert à toute discussion, donc il n'y a pas de souci. Après, on en fait beaucoup. Nous, on délivre beaucoup déjà d'informations gratuitement. Tous les jours, BFM, YouTube, même à une époque, sur YouTube, ça s'appelle Le Point Bourse, je le faisais tous les jours. Tous les matins, à 9h, je le faisais. Sauf qu'à un moment donné, déjà, ça prend beaucoup de temps. Et puis, bon, d'un jour à l'autre, il n'y a pas non plus énormément de choses forcément à raconter. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est plutôt que j'enregistre un point de marché tous les jours, je vais en faire un en direct, le vendredi matin, disponible en replay, mais le fait que ça soit en direct amène de l'interactivité. Vous voyez, vous pouvez poser des questions. Moi, j'ouvre un moment en disant, bon, dites-moi la valeur que vous souhaitez que j'analyse pour vous, et puis on en parle tout de suite. Donc, nous, on délivre beaucoup déjà de choses gratuitement. Mais après, si vous voulez, si certains sont de Bordeaux ou ont envie de venir à Bordeaux, parce qu'on n'a plus les bureaux à Paris, on les a fermés il y a quelques temps, c'est avec plaisir, hein, on prend rendez-vous et vous venez nous voir dans nos bureaux. Quelqu'un a-t-il une autre question? Vous êtes où exactement à Bordeaux? Plein centre. Ouais, cours d'Alsace-Lorraine. Donc c'est perpendiculaire à la rue Sainte-Catherine. C'est très beau Bordeaux, faut venir voir Bordeaux. Qu'est-ce que vous pensez là, 7000 enfants? Oui. Là, il semblerait qu'on ait une fenêtre pour revenir sur les derniers plus hauts quand même. On n'est plus très loin. Oui, on n'est plus très loin. Ce que l'on constate, de toute façon, le plus important à signaler, c'est que, et nous, c'est ce que l'on martèle depuis des mois, c'est que les marchés ne sont pas vulnérables. Voilà. Ça, c'est important à dire. Et même là, on va dire, dans la dernière phase un peu d'inquiétude que nous avons connue lorsque le CAC est revenu à 6800 et quelques, on n'était pas particulièrement inquiet. On disait même à ce moment-là, moi j'étais passé sur BFM, et je disais, il semblerait quand même que les marchés jouent à se faire peur. On n'est pas, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, on nous parlait de Lehman, le risque de contagion à la Lehman. Ça n'a rien à voir. Ce qui a considérablement changé depuis Lehman, c'est le rôle des banques centrales, qui maintenant dictent un peu les règles du jeu. Et j'en discutais encore hier avec quelqu'un. On peut avoir presque une crise de tout, économique, on peut avoir un chômage qui explose, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est une crise boursière. Parce qu'il y a tellement de choses qui reposent sur les marchés boursiers qu'il faut surtout pas de crise boursière. Donc, les banques centrales sont là à la manœuvre. Regardez ce qui s'est passé en 24 heures. Le rachat de Crédit Suisse par UBS a été bouclé. Vous allez acheter une bagnole, ça va vous prendre plus de temps. Et là, on parle de banques gigantesques. En 24 heures, l'opération était bouclée. Alors là, il y a des négociations en cours. Mais pourquoi? Parce que la Banque nationale suisse est intervenue, a fait que tout le monde discute, a mis des garanties sur la table et l'opération s'est faite. Oui, donc le rôle des banques centrales est désormais prépondérant. Donc, c'est appris en 9 à 4, les gens de Crédit Suisse, ils ont tout perdu. Oui, non, mais bien sûr. Le 17 à 77 centimes. Mais bien sûr. En fait, le plus gros, ce qui se passe, on ne parle pas de l'autre côté qui ont perdu. Vous voyez, les gens qui ont acheté à 2 euros, ils ont descendu à 77 centimes. Mais bien sûr. C'est la deuxième plus grosse banque de Suisse. En fait, comme l'Europe, la France n'est pas concernée, ni les États-Unis sont concernés. Pour le moment. On ne parle pas de ce qui se passe Pour le moment. Ce qui se passe en Suisse en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont travaillé depuis 25 ans en Suisse. Ils ont le chômage et ils ne vont jamais trouver un autre travail. Vous voyez? Oui, mais bien sûr, mais c'est très cynique ce que je vais dire, mais... Ils étaient forcés, en fait, ils n'ont pas acheté, ils étaient forcés d'acheter. Oui, mais est-ce qu'il valait mieux pas sacrifier, et attention, c'est cynique, hein, est-ce qu'il valait mieux pas sacrifier un pion plutôt que de risquer une contagion à tout le monde? Ce qui s'est passé en 2008, non, mais ce qui s'est passé en 2008, pour l'avoir vécu, c'est pas si vieux que ça non plus, c'est qu'à un moment donné, l'échiquier, il tenait presque plus, c'est AIG qui posait problème. Si AIG plantait, le système était mort. Tout a été fait pour sauver AIG. La Fed américaine a sauvé AIG. Tout était fait pour sauver les États-Unis. Ils savaient que si ça passe en Europe, ils vont... Mais le problème de Lehman, le problème, c'est que après Lehman, il y avait Goldman Sachs
Bien sûr. Et l'autre qui était ancien PDG de Goldman Sachs, c'était le mec de la Fed. Non, mais, Donc il a sauvé la. mais bien il a sûr. sauvé Goldman Sachs. Vous parlez d'Henri Et- Paulson. Voilà. Et il a laissé tomber Lehman. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je dis, c'est qu'à l'époque, les banquiers centraux n'étaient pas encore prêts. Derrière, il y a eu tout un tas de mécanismes. Ça a commencé en 2012-13 avec les quantitative easing aux États-Unis, qui sont arrivés en Europe derrière. Et on se souvient tous de la déclaration de Draghi l'été 2015. Quoi qu'il arrive, quelque chose comme ça, on sera là quoi qu'il arrive, ou coûte que coûte, je sais plus exactement, mais je crois que c'est quoi qu'il arrive. Vous voyez, donc là, à un moment donné, les banquiers centraux sont rentrés dans la danse et ont dit, attendez, nous, voilà, on veut absolument éviter un problème boursier, donc on est là en soutien en quelque sorte. Ce qui n'empêche pas que les marchés puissent revenir fortement en arrière, ce qui était le cas en 2020. Mais, vous voyez, la phase a complètement changé, donc il y a un côté rassurant. C'est même quand ça va mal, et on se dit que ils sont là et ils ont beaucoup d'imagination parce que l'hélicoptère monnaie a eu lieu. Hein, vous voyez, il était inconcevable que de l'argent soit distribué comme ça gratuitement. Il était inconcevable que des taux d'intérêt soient négatifs. Vous voyez, toutes ces choses-là étaient inconcevables il y a quelques années, sauf que là, on l'a vécu. Sauf que là aussi, il y a maintenant quelque chose dans l'air qui dit que ce ne sera pas impossible que pour que ces banques tiennent grâce à ces banques centrales, enfin tout ce que vous voulez, à un moment il y aura quand même, vous pourrez plus vendre votre assurance vie, il va y avoir un carreau sur votre épargne. Hein, Bien sûr. Donc, et c'est grâce à cet argent épargné, comme par hasard les taux augmentent à 4%, épargné, pour que justement, voilà, mainmise, vous ne pouvez plus y toucher. Alors vous l'avez, mais vous ne pouvez pas en disposer. Et ça, c'est ce qui nous tend au nez, malgré tout. Le système marche tant que la confiance est là. Et on l'a vu, ce qui a fait peur aux États-Unis quand il y a eu le dépôt de bilan de SVB, c'est le bank run. C'est que les gens aillent à la banque, récupèrent leur argent. C'est ça qui a fait peur. Et tant que la confiance est là, on va dire, il n'y a pas de problème. Mais le jour où, en effet, on vous dit exactement, cet argent-là, mais bien sûr, mais si tout un tas de garanties, si la garantie bancaire à 100 000 euros est passée il y a quelques années, je m'en souviens dans quelles conditions, parce que ça s'est fait à un Noël, le genre 23 décembre, pour que ça passe un peu inaperçu en effet. C'est qu'à un moment donné, ils ont envisagé qu'il y a un problème. Et ça, toutes les banques centrales pourront faire ce qu'elles veulent. Mais bien sûr, mais il faut instaurer ou maintenir, on va dire, il faut maintenir un climat de confiance. Tant que la confiance est là, ça va. Tant que la confiance est là, eh ben LVMH continue de vendre, de gagner énormément d'argent, avoir un cours de bourse à un plus haut historique, et pas que LVMH d'ailleurs. Le problème avec les crypto-monnaies, c'est que si toutes les banques sont très contrôlées maintenant, surtout les grandes banques, les cryptos n'est pas du tout contrôlé. On a vu avec le cas qui a perdu. Bien sûr. Mais là, vous voyez, on parle de crise de confiance, mais apparemment, et je lisais ça ce matin dans le train, apparemment il y a une crise de confiance chez Binance. Parce que les clients sont en train de retirer leur argent de Binance. Vous voyez, on est en plein, alors même si Binance, on va pas dire, c'est pas considéré que c'est une banque, mais on est en plein crypto, numéro 1, je pense, mondial des crypto-monnaies. Les clients retirent leur argent. Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des malversations, un petit peu ce qui s'est passé. Avec FTX. Ouais, voilà, FTX, merci. Un peu ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, tout repose sur de la confiance. Donc, c'est fragile. Qu'est-ce que vous conseillez pour se renforcer sur le plan psychologique? Parce que pour être un bon trader, il y a la technique et il y a la psychologie aussi. La méditation. Non, mais non, mais déjà, comment avoir confiance quand on trade? Déjà, il faut une bonne méthode en laquelle on a confiance. Et une bonne méthode tout terrain. Parce que ça sert à rien d'avoir la meilleure méthode du monde quand les marchés, par exemple, sont haussiers et que ça soit épouvantable lorsqu'ils sont baissiers. Parce que des marchés haussiers et baissiers, c'est notre quotidien. Donc, il faut une méthode qui a fait ses preuves en laquelle on a confiance. Et après, il faut se faire confiance. Mais la confiance ne se décrète pas, elle se construit. C'est au fur et à mesure, on va dire, de succès. Au début, ce sont des petits succès, et puis au fur et à mesure, ça peut être des plus gros, qu'on se fait confiance et qu'on est capable de respecter un plan. Donc, mais pour ça, moi je le vois trop souvent, pour ça, il faut pas se griller dès le début. Il y en a combien qui vont sur les marchés comme ils iraient au casino, ils se disent, après tout, j'ai une chance sur deux, j'achète, je vends,
je mets une certaine somme d'argent et puis j'y vais. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut apprendre les choses, il faut élaborer des plans. Le trading, c'est une partie d'échec. Il faut envisager différents scénarios. Le marché, il peut faire 3 choses. Et c'est pour ça que c'est plus simple que les échecs. Le marché, il peut faire 3 choses. Il peut monter, il peut baisser, il peut ne rien faire, stagner. Donc, il faut des réponses. Moi, systématiquement en tête, j'ai des réponses adaptées à chacun de ces scénarios-là. Si j'ai l'intention d'acheter là parce que ça découle d'une analyse, ben je sais assez précisément ce que je vais faire si j'ai raison. Donc, si imaginons que j'ai acheté, si ça monte. Je sais ce que je vais faire si j'ai tort, si ça baisse. Et je sais ce que je vais faire si jamais ça latéralise, s'il se passe rien. Et comme ça, ce n'est pas subi. Vous voyez, on ne subit pas les choses. On n'est pas passif, au contraire, on est actif. Et c'est comme ça qu'on a confiance. Quand on se dit qu'on est prêt à tout, on est préparé à tout plutôt. Mais on a confiance. Moi, vous voyez, même des cracks 2020 où j'ai sensiblement reculé, mais ça m'a pas empêché de repartir derrière et vraiment même d'accélérer et d'en tirer des conclusions pour la suite. Vous voyez, même mon niveau, je me considère pas comme le meilleur trader du monde. J'aspire à l'être, je sais que je le saurai jamais, mais je vise ça. Bon, eh ben, dans ces phases-là, il faut en déduire des choses. Il y a des petits réglages à faire. Vous voyez, un trader, c'est une mécanique de précision et systématiquement, il faut procéder à des petits ajustements dans sa façon d'aborder les choses. Moi, mon trading n'a pas radicalement changé en quelques années, mais j'ai procédé à des ajustements parce que le capital grossit, parce que les objectifs sont également différents. On ne gère pas quelques dizaines de milliers d'euros comme on gère des centaines, voire des millions. C'est pas du tout les mêmes enjeux. On prend pas, surtout quand on fait du trading pour compte propre, on prend pas du tout les mêmes risques. Moi, je prends, plus j'avance et plus mon compte monte, moins je prends de risques. Et c'est normal, ça doit aller dans ce sens-là. Je gère pas un fonds où là, il faut la recherche de performance en permanence. Moi, quand j'ai suffisamment pour vivre, je sais combien il me faut. Bon, j'essaye de mettre en place des positions pour tendre vers ce résultat-là. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, la taille des positions correspond à mon objectif. Moi, certains viennent me voir. Bon, bonjour Mathieu, j'ai envie de faire ta formation. J'ai 20 000 sur mon compte, je veux gagner 10 000 par mois. Bon, passe ton chemin. Ça peut arriver sur un malentendu, mais sur la durée, c'est impossible. Et oui, on est confronté parfois à ces personnes-là qui rêvent. Et nous, on est là pour, justement, démystifier. Attention, un trader, c'est pas quelqu'un qui a 100% de trades gagnants, c'est pas quelqu'un qui devine ou qui cherche à deviner ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui analyse une situation, qui élabore des scénarios, qui monte une stratégie, qui a une bonne connaissance des différents instruments. Et après, c'est un bourrin, faut dire ce qui est. Moi, je suis un bon bourrin. Et il faut l'être. Bourrin dans le sens systématique. Vous voyez, je suis pas systématiquement en train de réfléchir à est-ce que j'ai bien acheté? Non, je fais. Parce que je sais, il faut tendre vers une systématisation dans un comportement. Et pourquoi, dans les salles de marché, il y a de plus en plus d'algos et de moins en moins de traders voix, on va dire? Mais parce que l'humain et, on va dire, l'émotion, l'humain est la faille dans le système. On vit tous des choses, on ressent tous des choses. Mais il faut savoir faire abstraction un petit peu de ses émotions, de son ressenti. Voilà, parfois, moi, je prends des opérations, des positions. Je sais pas si ça va marcher, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Parce que, voilà, je déroule mon plan. Encore une question peut-être pour finir ou on arrête là? Non? Bon. Je vous propose d'applaudir Mathieu. Merci. Merci à toi. Merci. D'être venu. Merci Rachid. Rencontré. Et vous aurez le plaisir de retrouver donc la vidéo de cette interview sur Crash Market. Donc n'hésitez pas à vous connecter.